Allez, cette question à présent sur Boursorama qui devrait toutes et tous vous interpeller. Comment est-ce que c'est possible d'ailleurs augmenter ses revenus malgré la crise du Covid-19? Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. On sait que la crise n'a rien arrangé. Un environnement économique n'était déjà pas simple. Est-ce qu'il y a vraiment des solutions ou est-ce qu'on a fait un effet de manche avec ce titre pour augmenter ses revenus dans ce contexte-là qui va être compliqué? Alors je sais qu'on est en vacances, c'est l'été, mais il y a la rentrée en ligne de mire. Oui, tout à fait, David. Alors, il y a des solutions et effectivement, comme vous le rappeliez, on a quand même un environnement assez particulier. On avait déjà les taux d'intérêt au plancher, la fiscalité est quand même relativement au plafond, même s'il y a eu quelques petits allègements, mais pas pour tout le monde en début d'année. Et alors maintenant, devant nous, on a la montée du chômage, la chute brutale d'activité, le gouffre des finances publiques et la hausse de la dette, ce qui derrière peut vouloir dire une augmentation de la taxation sous différentes formes. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire si les temps deviennent encore très difficiles, notamment à la rentrée, et enfin sous-entendu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer une augmentation de ces revenus liés à l'activité. Non. Quelles sont les pistes? Voilà. Et pour vous donc, alors je le sais parce qu'on en a parlé un petit peu avant, vous, votre idée c'est de miser sur il y a plusieurs pistes, notamment pourquoi pas des actions qui versent des gros dividendes. Voilà, alors effectivement, quand on peut disposer de différents placements, la première piste, ça va être essayer d'utiliser son portefeuille boursier. Alors, gérer un portefeuille d'actions à gros dividendes en privilégiant des sociétés qui ont annoncé maintenir la distribution de leurs dividendes malgré la crise. Il y en a, parce que même s'il y en a beaucoup qui ont reporté ou ça va être bien difficile. C'est 2/3, je crois que c'est 2/3 du CAC 40 qui a réduit ou annulé ces dividendes. Voilà, tout à fait, mais vous avez Total, vous avez Vivendi qui a même augmenté son dividende, vous avez Danone, vous avez Nexity, etc. Vous avez aussi des SICAV et des FCP qui sont spécialisés sur thématiques, donc qui vont eux trouver et qui peuvent distribuer d'ailleurs. Vous pouvez prendre la part distribution dans le fonds, qui ont distribué les dividendes de leur portefeuille. Alors il ne faut pas oublier que sur les 40 dernières années, toutes les études montrent que les dividendes ont représenté plus de 30% de la performance globale des actions. La performance globale, c'est à la fois quand vous combinez les dividendes et les plus-values, sachant que la composante la plus importante, on est bien d'accord, c'est les plus-values. Donc si vous êtes sur un compte titre ordinaire, avec une fiscalité simplifiée par le prélèvement forfaitaire unitaire, vous pouvez donc toucher effectivement ces dividendes chaque année. Donc ça vous fait effectivement un petit plus. Alors là-dessus, c'est vrai que si on se place quand même en dehors de la crise sanitaire, parce que c'est clair que la crise sanitaire fait que cette année, ça va bouleverser beaucoup de choses. Mais disons les habitués de cet univers, vous avez les sociétés foncières, bien sûr, elles doivent redistribuer 95% des loyers et 70% de leur plus-value. Vous avez aussi les financières, mais bon, elles ont été très massacrées, mais du coup, elles ont quand même des dividendes et donc ça peut être un rendement intéressant. Vous avez aussi les sociétés à forte participation de l'État, parce que l'État a besoin d'argent, les caisses sont vides, donc CNP, EDF, Engie, Orange vont devoir continuer à verser des dividendes. Donc voilà, ça peut être une première piste. Alors c'est une première piste, après il y en a une autre, et là je me suis dit, mais il se fout de notre tête ou quoi là? Vous voulez que pour augmenter nos revenus, vous voulez qu'on aille puiser dans nos bas de laine? Vous voulez qu'on aille prendre l'argent de nos contrats d'assurance vie? Voilà, mais c'est pas le conseil du siècle, ça. Nécessité fait loi. Si on a vraiment besoin d'un complément et qu'on ne peut pas le trouver ailleurs, alors première piste, c'est faire un rachat sur son assurance vie. Donc idéalement, vous êtes sur un contrat de plus de 8 ans et ensuite, sur une année ou alors chaque mois ou chaque trimestre, en fonction du contrat, vous faites ce qu'on appelle des rachats partiels. Alors il faut le faire intelligemment, c'est-à-dire que il faut utiliser les facilités quant à la taxation, donc parce que l'imposition sera limitée si les gains bénéficient de l'abattement annuel, donc hors prélèvements sociaux. Donc là, c'est 4 600 € par personne, 9 200 pour un couple. Et puis au-delà, en fait, il y a quand même des avantages parce que selon l'option que vous allez choisir, en fait, les produits peuvent être soit soumis à l'impôt sur revenu, mais de façon plus intéressante, et c'est ce qu'il faut faire, un prélèvement forfaitaire libératoire qui est quand même au taux réduit de 7,5%. Alors petite précision, parce que l'assurance vie est toujours très technique, c'est pour les versements réalisés avant le 27 septembre 2017. Mais dans ce cas de figure, vous pouvez donc au-delà des 9 200 pour un couple, en fait, faire un rachat partiel et être taxé seulement à 7,5% d'impôt sur revenu. Il y a d'autres pistes aussi. Et pareil pour le PEA, tiens, il n'y a pas un truc à faire pour taper en son PEA Il y a eu un petit peu de souplesse sur le PEA, donc vous pouvez faire effectivement des retraits et c'est moins pénalisant, mais au-delà de 5 ans de détention, il n'y a pas que la sortie en capital d'ailleurs, qui est quand même la plus facile et la préférée, les Français n'aiment pas trop la rente, mais il y a une autre possibilité qui est plus technique, c'est demander une sortie sous forme de rente. Alors, en fait, pour vous donner une idée, c'est-à-dire que la compagnie d'assurance va s'appuyer sur un certain nombre de paramètres, notamment l'espérance de vie du bénéficiaire. Alors, autrement dit, il ne faut pas être jeune, c'est pas intéressant. Il y a aussi les conditions de marché, mais si vous êtes, imaginons que vous êtes âgé, vous avez 65 ans, vous avez 100
000 euros sur un PEA, votre taux de conversion, par exemple, entre la première rente annuelle et puis le capital de départ, ça va être autour de 3,5%. Ça veut dire que dans ce cas précis, en fait, la rente de départ s'établira à 3 500 euros, c'est 3,5% de 100 000 euros. Voilà, c'est une piste comme une autre. On sait que les Français n'aiment pas la rente, mais il y a un petit plus, c'est que cette rente issue d'un PEA, elle bénéficie d'un avantage fiscal important parce qu'elle est exonérée d'impôt sur revenu. Vous voyez, elle reste soumise en plus aux préventions, mais seulement sur une fraction du montant. Alors, en l'occurrence, dans l'exemple que j'ai pris, c'est 40%, une fraction de 40% seulement. Bon, on n'augmente pas ses revenus, là, pour le coup. On va taper, encore une fois, j'insiste, dans ce qu'on a mis de côté. Voilà, tout à fait. Alors, c'est une manière artificielle, on va dire, d'augmenter ses revenus. Vous allez chercher, au fond, les gains que vous avez faits dans vos placements. Ouais. Alors, il y a une autre idée, attendez, autant il y a les dividendes versés par les actions, on a vu qu'il y a plein d'actions qui versent encore beaucoup de dividendes, autant dans l'immobilier, on pense au CPI, il y a des loyers aussi qu'on peut toucher correspondant au commerce, aux bureaux qui sont loués. Oui, alors en fait, c'est vrai que même si dans l'environnement actuel, il y a un petit risque parce qu'il y aura des faillites de commerce, il y aura une réduction de la demande de bureaux. Donc les CPI, ces sociétés qui en fait utilisent l'épargne collectée auprès des particuliers pour investir dans un patrimoine immobilier qui est affecté à la location professionnelle, bon, elles vont sans doute un peu souffrir, mais néanmoins en restant un peu optimiste, en imaginant que le monde ne s'effondre pas totalement, l'avantage des CPI, c'est que bon, vous avez un ticket d'entrée qui est accessible, c'est à partir de quelques centaines d'euros, et puis en fait, surtout les revenus, cette histoire de revenus réguliers, en fait, ils se maintiennent quand même même en prévoyant une petite baisse, on est quand même sur du 3,5-4% l'an. Vous n'avez pas de souci de gestion. Donc dans un 4% c'est très correct, c'est moins bien que les 5% qu'on a pu avoir par le passé, mais 4% c'est pas si mal. Voilà, parce que par rapport au rendement obligataire proche de zéro ou la volatilité des cours de bourse qui sont en fait qui est difficile à apprécier ou à gérer, c'est vrai que les CPI apportent un petit peu plus de stabilité, on va dire. Alors sur là-dessus, en fait, les CPI en général, elles distribuent, alors ça peut être une fois par an, ça peut être une fois par trimestre, elles redistribuent donc les loyers perçus à déduction faite des frais. Bon, ça reste là aussi une possibilité. Bon, dernière idée. Alors une petite idée pour ceux qui sont propriétaires. Oui, une petite dernière pour ceux qui sont propriétaires dans une grande ville et qui résident dans cette grande ville. Ouais. Donc, qui dit grande ville, pensez surtout à des grandes villes universitaires où il y a des tensions assez vives sur le marché locatif. Paris, Toulouse, Lyon, mais aussi Bordeaux, Lille ou Aix-en-Provence. Et alors, si vous disposez d'une chambre meublée qui n'est pas occupée, alors il faut qu'elle fasse au moins 9 mètres carrés et si possible une salle de bain attenante. Mais vous pouvez la louer à un étudiant qui a un bail réduit à 9 mois, puisque l'université. Attendez Laurent, vous la louez à qui cette chambre? Alors, vous la louez à un étudiant. Ah, okay. Voilà, donc là, deux possibilités, soit le bail meublé classique étudiant, soit le bail mobilité qui est plus récent, qui a été lancé il y a 2 ans et donc qui a aussi certains atouts. Alors, il y a des contraintes, en fait, au-delà de la taille que je citais, donc au moins 9 mètres carrés. Idéalement, il vaut mieux rester en dessous d'un plafond de prix au mètre carré, notamment parce que ça vous permet de ne pas être imposé sur les loyers. Alors, ces plafonds, ils sont faibles, mais bon, finalement, quand vous êtes en Île-de-France, le plafond, il est de 190 € par an par mètre carré. Alors, en gros, ça fait plus de 2000 € par an. Bon, donc c'est pas énorme, mais si par exemple dans la capitale vous louez une chambre par exemple admettons de 12 mètres carrés, vous pouvez avoir 2300 € par an, mais net d'impôt. Et sinon, si vous êtes au-delà, vous les déclarez comme des bénéfices industriels et commerciaux. Bon, ça peut faire un complément utile, et puis ça peut être sympathique d'ailleurs. Voilà, les étudiants sont des gens sympathiques. Donc voilà, une dernière idée en fait, où là effectivement on utilise finalement un bien sur lequel en général qui ne fait que coûter puisque vous habitez dedans, mais en général la résidence principale n'est pas forcément source de revenus. Voilà donc quelques idées, en ces vacances, quelques idées pour augmenter ses revenus. C'est quand même pas facile, Non, effectivement, mais de toute façon, le monde est difficile et la rentrée sera difficile très certainement dans beaucoup de secteurs. Donc ça donne quelques idées au cas où on a vraiment besoin d'un complément d'argent à un moment donné et on a quelques placements, c'est aussi fait pour ça. Voilà, conseil signé donc Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci Laurent, bel été. Merci David. Bye.